Championnat national de Scrabble, retrouvailles et séquences sportives à Déticopé, bilan de la participation des Amis du Monde au tournoi qualificatif de l'UFOAB de la Ligue des Champions Abidjan, ouverture demain du championnat national de football féminin au stade municipal de Lomé avec un fumant Amis du Monde Athleta, stage des joueurs locaux, calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 du groupe H du Togo, retour de l'athlète burkinabé Fabrice Zango et pour boucler le feuilleton Lionel Messi qui fait couler beaucoup d'encre. Amis sportifs, bonsoir. Pour en débattre donc sur le plateau, Yvette Clousset, chef département du football féminin de la FTF que nous attendons. Alors, bonsoir Jules. Bonsoir Claude, bonsoir amis téléspectateurs. Le mot Boscalino, je comprends l'origine de ton sourire. C'est normal. Ouais, parce qu'il y a Lionel Messi. Le football a changé de nom. Oui, mais c'est pas celui qui sera là. Hein. Bon, le football a changé de nom. Il s'appelle alors, le PSG. Florent, bonsoir. Bonsoir Claude, bonsoir à tout le peuple togolais. Alors, le centre Swallows, ça va, non? Tout va bien, tous les jeux nous vont bien et on est content d'être encore une fois sur le plateau de la super télévision TVT. Alors, grand frère Espoir, bonsoir. Bonsoir, cher ami. On ne s'est pas trop ennuyé le week-end? Non, on a regardé les premiers mois du championnat de football de la Ligue 1. Qui a repris, hein? Qui a repris samedi et vendredi dernier, ouais. Alors, le décor planté, c'est donc parti pour le panorama des sports de ce lundi. Les passionnés de Scrabble francophone ont repris du service le week-end dernier. Le championnat national édition 2021 a démarré le samedi à Lomé. Ouvert aussi bien au club qu'à tous les passionnés de ce jeu de lettres, le dit championnat regroupe une cinquantaine de participants. Suivons le résumé pour plus de précisions avec Aflim Johnson. Des examinateurs multipliant des consignes à l'endroit de candidats attentifs et concentrés sur leur sujet. Ces images font certainement penser à des devoirs surveillés dans une salle de classe ou à un examen national. Mais rassurez-vous, il n'en est rien. Élèves et enseignants sont actuellement en vacances. Vous êtes plutôt ici au championnat national de Scrabble francophone, édition 2021. À ce championnat, ce sont une cinquantaine de concurrents, clubs, simples passionnés et des scolaires qui se prêtent à l'exercice qui consiste à cumuler des points sur la base de tirages aléatoires de lettres pour former des mots. Cette édition nous permet premièrement de regrouper les joueurs et de relancer effectivement les activités. Ils vont jouer Scrabble classique qui se joue à deux devant un plateau. Il y a ce qu'on appelle le duplicate. Tu vas te confronter à l'ordinateur et tu es appelé à jouer le top. Et après, il y a aussi une variante qu'on appelle pair, c'est-à-dire que ça se joue à deux. C'est un championnat qui est ouvert à tout le monde, pas seulement les clubs de la capitale ou de l'intérieur, mais à tout joueur qui sait jouer au Scrabble. Dans la catégorie des scolaires qui comptait 30 concurrents, les jeux sont faits. Joseph Bonfou, élève au lycée Tocoin Est à Lomé, est sacré champion. Il a totalisé 952 points sur 1211 possibles. Ce sont les réflexes qui m'ont poussé à Scrabbler. Je vais toujours essayer d'apprendre, d'améliorer mes techniques et de toujours garder le bon rythme. Le championnat national de Scrabble francophone 2021 se poursuit dans les autres catégories, ce jusqu'au 15 août prochain, date de la finale. Alors, Espoir, ça vous rappelle quand même hein, de beaux souvenirs hein? Oui, mais je crois que... Au lycée, à l'université peut-être? Au lycée, à l'université, ça permet de développer le côté intellectuel de l'enfant. Et puis, avec des jeux de mots, des jeux de phrases. Et puis, également au niveau de l'orthographe. Donc, c'est une très bonne chose qu'on mette très tôt les enfants à l'exercice pour leur permettre de se développer et d'avoir un comportement digne d'un citoyen honnête. Alors Jules, tu ne t'intéresses pas trop au Scrabble, mais bon... Ça va, je ne m'y connais pas beaucoup dans cette matière, mais je me dis que c'est sûrement une discipline qui va aider les jeunes à enrichir leur vocabulaire afin qu'ils puissent s'en sortir mieux à l'école. On ne peut que leur souhaiter bonne chance parce que franchement, je ne me connais pas. Bon, ce serait peut-être l'occasion de découvrir donc, ce sport cérébral. Alors Florent, ça se pratique au niveau du centre Swallows? Si, nous avons organisé à plusieurs reprises un mini-championnat de Scrabble, puisque c'est Swallows, c'est sport, culture et éducation. Et je crois que il faut mettre tout ça ensemble quand on parle de développement holistique de l'enfant.
c'est en même temps l'intellect et la pratique sportive mise ensemble. Et c'est des initiatives à multiplier. Et quand on se rappelle même de la TVT avec... cette lettre mot. Hein. Cette lettre mot. Avec M. Confiance. Et après pour lui baser aussi ce qu'il organisait inter-école. Les concurrents. Ça, c'est un jeu que je souhaite qu'on ramène parce que c'était vraiment assez haletant. Ça emportait beaucoup de choses, à la fois la culture en même temps, mais le challenge qu'on peut avoir entre les étudiants, les élèves. Et je pense que c'est des choses qu'il faut réaliser. Après le gala des vétérans Kanyikopé dimanche dernier pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières de la Covid-19, notre compatriote Yves Peto, en vacances au Bercail, a remis le couvert à Déticopé samedi pour des retrouvailles meublées de quelques séquences sportives dans le strict respect des mesures barrières. Les images. C'est les retrouvailles. L'amour ça fait du bien. L'amour è fa del bene. Ivesco Prod. E Arsène Douevi da Milano. Eh oui, eh oui, eh oui. Était en famille. On va se marrer. Un bon barbecue. Belle ambiance, c'est l'été en famille, la famille c'est sacré, oh c'est le moment, mon cœur est rempli d'amour pour mon prochain, on rigole, on danse, l'amitié, le pardon, la solidarité, on va faire ensemble, ensemble on est fort. Prends ma main, mon frère. Je veux te donner la joie. Oh, je veux t'embrasser. C'est l'été en famille. C'est l'amour qui gagne. Alors Jules, malheureusement, on n'avait pas pu faire un tour là-bas. Oui, c'est une information pour moi, je viens d'en découvrir. Félicitations à l'organisateur, ça a créé quand même une certaine émulation au niveau d'Adéticopé. Ce genre d'événements pouvaient se répéter, ça pourrait permettre aussi aux gens de se recréer. Alors Florent, il faut de temps en temps se retrouver malgré la situation difficile que nous vivons. Surtout que j'ai vu qu'ils ont observé beaucoup les mesures barrières là-bas et ces retrouvailles-là, c'est très important, avec beaucoup de jeux ludiques et brassage de générations, parce que j'ai vu des vieilles, des vieux, des jeunes, des tout petits, et bon, c'est encouragement et félicitations. Alors Espoir? Oui, mais ça permet de diversifier les jeunes et d'aérer les esprits également en cette période difficile de pandémie, où tout le monde est censé rester chez lui avec les mesures barrières. Donc c'est une très, très bonne chose, une très bonne initiative. Et qu'il faut encourager de temps en temps. De temps en temps, oui. Après pratiquement 2 ans d'interruption, le championnat national de football féminin retrouve son droit de cité à partir de demain avec un fumant ami du monde, champion en titre face à son éternel rival Atleta en match avancé au stade municipal de Lomé. Sonia Amenipo. Les clubs de football féminin de première division retrouveront le terrain à partir de ce 11 août. L'annonce a été faite par la Fédération togolaise de football FTF à travers un communiqué publié le 2 août dernier. Par ce même communiqué, l'instance fêtière nationale de football a également dévoilé le calendrier du championnat féminin. 16 clubs répartis en 4 groupes y prennent part. Le groupe 1, basé à Kara, est constitué des clubs d'Abir de Tandouaré, Diara de Mango, Lyon de Bassar, Bella de Kara. Le groupe 2, logé à Sokodé, comprend Gazelle FC de Sokodé, New Star de Chamba, Étoile FC de Sotoubois et Pilote d'Atakpamé. Le groupe 3, où l'on retrouve US Amou d'Amlamé, Espérance de Kwalimé, Wines Girls de Notien
et AFC d'Ahepe sera quant à lui campé à Kpalimé, la ville touristique du Togo. Enfin, Amis du Monde, Atleta FC, Tempête FC, tous trois de Lomé et Apache FC d'Enfoin composent le groupe 4 que Lomé va accueillir. Les matchs de groupe se dérouleront en 6 journées, ceux du 11 au 28 août 2021. Par contre, le match d'ouverture de ce championnat national de football féminin se jouera en avancée ce mardi 10 août. Il mettra aux prises Amis du Monde et Atleta FC, tous deux de Lomé, sur le coup de 15 h au stade Omnisport. Tout comme les hommes, l'État a mis la main à la poche pour financer le championnat national féminin de première division. En attendant de rentrer en possession des fonds, les clubs féminins togolais peuvent commencer par préparer leur saison de football en toute quiétude. Alors Yvette, bonne arrivée, vous venez donc de nous rejoindre. Vous avez accusé un léger retard. Oui. On espère que c'est pour la bonne cause. Bien sûr. Alors, bonne arrivée. Merci Claude. Et le voyage sur Abidjan? Ça s'est bien passé, surtout que nous avons ramené une victoire. La 3e place pour Amis du Monde qui les plaçait sur le podium. Donc on ne peut qu'être fiers. Alors, justement, on vient de voir le sujet par rapport au démarrage du championnat national de football demain, qui démarre donc demain. Alors, est-ce que tout est fait prêt au niveau de votre département? Oui, tout est prêt. Demain, nous allons démarrer effectivement avec la première journée, surtout le match de lancement, comme le reportage l'a mentionné tout à l'heure. Bon, je peux le dire ainsi, c'est vrai, même aujourd'hui, nous avons eu encore quelques échanges avec nos partenaires, que sont les présidents de clubs. Il y a eu beaucoup d'aménagements, beaucoup d'efforts faits au niveau de la FTF pour que cette compétition puisse démarrer dans de très bonnes conditions. Sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan matériel, on a mis la main à la pâte, on a mis je peux dire même les grands plats dans les petits pour que tout se déroule bien. Alors, est-ce que vous pouvez un peu entrer dans les détails au niveau financier, au niveau des ballons? Puisqu'on sait que samedi, il y a eu distribution des ballons. Oui, voilà, chaque club participant a eu 15 ballons. Sur le plan financier, la dotation de subvention de la fédération cette année est de 1,5 million. Et les clubs sont entrés en possession déjà du million. Et il reste les 500 000. Oui, et après, au niveau des playoffs également, il y aura 500 000 en plus. Pour ceux qui vont atteindre ce stade-là, ça fera au total 2 millions. Et nous remercions le gouvernement, à travers la ministre des Sports, qui a fait également un effort pour nous accompagner. L'État mettra à disposition 1 million. Et ce soir même, ils ont eu déjà 500 000. Le reste suivra incessamment. Alors, Espoir? Oui. Bon, pratiquement tout est fait prêt, si on peut le dire ainsi. Oui, le ballon va rouler au niveau des dames. Absolument. Donc moi, je voulais d'abord lui présenter mes félicitations parce que j'ai vu au niveau des désignations de la CAF qu'elle a été coordinatrice générale sur les matchs de la compétition. Donc c'est une grande première pour une femme togolaise parce que je sais que souvent il y a des coordinateurs, mais je n'en connais pas au Togo. Et donc pour ça, je voulais d'abord lui présenter mes félicitations. Et je voulais lui demander, au niveau des infrastructures, qu'est-ce qui s'est fait pour le déroulement de la compétition? Parce que moi, j'ai des inquiétudes. Ouais. Parce qu'en dehors de Lomé, je ne sais pas si il y a d'autres villes de l'intérieur. Il y a Kpalimé, je crois, il y a Kpalimé, il y a Atapamé. À part Lomé, il y a 3 villes qui ont été retenues pour cette compétition, notamment Kara, Sokodé et Kara, Sokodé, Palimé et Lomé. Voilà, ce sont les 4 zones qui ont été retenues pour cette compétition. Moi, est-ce qu'au niveau sanitaire, vous avez pris des dispositions pour les tests Covid? Oui, en fait, toutes ces dispositions ont été prises parce que nous sommes dans une situation où on ne peut pas jouer un championnat sans test Covid. Et cet après-midi même, les arbitres ont fait leur test. Les clubs qui doivent jouer demain, il y a Atleta qui a aussi fait son test parce que Amis du Monde n'en a pas fait aujourd'hui, puisqu'ayant fait juste à leur retour d'Abidjan. Et au niveau à l'intérieur également, des contacts ont été pris par nos responsables médecins pour que tous ces clubs-là puissent
avoir leurs tests et les résultats avant chaque match. Les organisations ont été confiées aux ligues qui sont les démembrements de la FTF pour qu'on puisse prendre toutes les dispositions. C'est vrai, la perfection n'est pas humaine, mais on fait en sorte que toutes les conditions puissent être remplies pour que ces clubs-là puissent jouer dans de bonnes conditions. C'est pour cela également que, connaissant les réalités du terrain, les difficultés que les clubs ont, nous avons tenu à ce que ce soit des sortes de regroupements pour qu'il n'ait pas à avoir trop de va-et-vient pour qu'on puisse encore craindre une contamination. Des actions sont faites en ce sens. Alors, espoir, vos inquiétudes se sont dissipées, non? Oui, mais je voulais vous poser une dernière question. Ah oui. Et au niveau du commissariat au match, est-ce que vous avez pris des dispositions particulières? Parce que je crois savoir que sur les matchs femmes, ce n'est pas la même appréhension sur les matchs hommes. Est-ce que vous avez pris des dispositions spéciales pour former les commissaires au match en ce qui concerne les matchs du championnat du football féminin? Il n'y a pas eu une nouvelle formation parce que les commissaires qui seront sur ces matchs ont déjà été formés. Parce que nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de distinguo entre les équipes masculines et les féminines. Mais particulièrement ce que nous avons fait ou ce que nous espérons faire, c'est éviter qu'un commissaire de match qui est lié à un club puisse être sur le match. Et des dispositions ont été prises en ce sens pour éviter tous les problèmes. Les désignations aussi sont faites de manière à ce qu'on n'ait pas d'inquiétude après pour dire tel arbitre est de telle localité. Normalement, c'est vrai que nous devons surpasser tous ces paramètres-là parce qu'un arbitre, c'est un représentant de la FTF qui est censé être impartial. Et nos arbitres aujourd'hui, ceux qui sont choisis, celles qui sont choisies, sont assez outillés pour pouvoir bien faire leur travail. Et surtout, nous espérons que les clubs leur permettront de le faire. Parce que ce que nous constatons souvent, c'est que oui, aux réunions techniques, on se dit de belles choses, mais sur le terrain, des fois, c'est la manière dont les staffs se comportent ou bien la manière dont les joueurs se comportent qui crée des problèmes. On l'a toujours dit, on ne cessera de le dire, il faut que les gens puissent posséder les tests. Il y a des changements à tous les moments et il faut qu'ils puissent le savoir pour éviter qu'on ait des situations malencontreuses. On espère qu'il n'y en aura pas. Donc, ce sont les dames qui vont couvrir tous les matchs. Bon, pas obligatoirement. Pas obligatoirement, c'est ce que je dis. Étant donné que les dames officient chez les messieurs, il se peut qu'il y ait des messieurs également qui officient au niveau des dames, mais majoritairement ce seraient des dames. Alors, Florent, c'est bien parti pour ce championnat national qui démarre demain. Si, comme on le dit souvent, c'est le ballon n'a qu'à rouler, c'est tout ce qu'on veut. Nos jeunes filles, elles aspirent maintenant à devenir des professionnels du football. Il y en a qui sont déjà dehors, il y en a qui aspirent à le faire. Nous savons aussi que si nous voulons avoir une représentation au niveau national, il faut qu'il y ait un championnat. C'est tout ce championnat-là qui permettra de voir quel est le véritable cru que nous avons dans notre chose et en même temps niveler, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire de plus en termes de formation pour que les filles aient un certain niveau. Les amis du monde qui nous ont représentés ont montré qu'il y a le football féminin au Togo, donc dans la sous-région quand même, on n'a pas été ridicule, on a montré qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. Maintenant, il reste qu'à formaliser tout cela, formaliser la formation, formaliser le cadre d'évolution donc de ces clubs-là et surtout le partenariat. J'ai aimé que Yvette parle de partenaire en tant que club. Moi, j'ai dit souvent, il n'y a pas de fédération sans les clubs. Et la fédération a intérêt à ne pas laisser les clubs fonctionner comme ils veulent, mais essayer d'encadrer un peu la chose, comme le ministère aussi encadre à partir des lois cadres qu'il met en œuvre. Donc, championnat, oui, mais une meilleure organisation autour et surtout que cela soit la possibilité de se lancer beaucoup plus pour une meilleure organisation pour demain. Parce que les choses, on sait qu'on est obligé en tant qu'Ovid de le faire d'une certaine manière, mais la bonne manière permettrait à ce qu'on puisse avoir plus de résultats et j'encourage donc la fédération à aller dans le sens donc d'une méthodologie et surtout d'une orthodoxie au niveau de l'organisation du championnat féminin. Alors Jules, vivement que la fête soit belle. Oui, mais j'avoue que je suis fort ému par rapport à la prestation du club d'amis du monde en Côte d'Ivoire. Franchement, j'étais de ceux-là qui ne vendaient pas cher la peau de cette équipe. Mais vu la prestation que cette équipe a fournie en terre ivoirienne et le rang que l'équipe a occupé, chapeau, bravo à l'encadrement, bravo aux filles. Mais cette fois-ci que la Fédération togolaise de football donne la chance au club féminin que le ballon roule, comme il venait de le dire, je me dis que l'essentiel n'est pas seulement de jouer le championnat, mais il faut quand même une certaine organisation autour de ce championnat afin qu'on puisse détecter les jeunes filles qui peuvent constituer la l'ossature et avoir une équipe nationale féminine qu'on peut entretenir
retenir afin de représenter le Togo sur l'échiquier continental. Jouer pour jouer, ça ne servirait à rien. Alors, ceci étant, Yvette, vous pouvez nous faire brièvement le bilan de la participation des Amis du Monde au tournoi de l'UFOAB? Oui, comme les amis l'ont dit tout à l'heure, on a été vraiment surpris. C'est vrai qu'avant même qu'on se déplace, il y avait de l'espoir. Lorsque nous avons échangé même avec Madame le ministre sur le sujet, elle nous a posé la question. Elle leur a posé la question. Je parle de nous parce que... On faisait partie de la délégation. Voilà, c'est pour cela que je le dis ainsi. Sur les 6 équipes, elles sont revenues 3e. C'était pas aisé parce que les équipes en face ne sont pas venues juste pour du cinéma. Ouais, il y avait le Nigeria, le Ghana. Elles ont mouillé le maillot. Elles auraient pu même être deuxième ou première. On peut dire que toutes nos prières ont convergé vers elles. Et particulièrement, je peux dire encore paix à son âme, l'esprit de Glokbo a été là parce qu'il y avait des détails. On aurait pu mettre du surnaturel là-bas. Elles ont prouvé que nous avons du talent. Et si nous continuons, les conseils que nous leur avons donnés, c'est de continuer dans la même dynamique. C'est une chance pour elles d'avoir déjà participé à cette compétition puisque le championnat commence demain. Elles sont déjà en jambes, elles sont déjà aguerries. Elles ont acquis encore de l'expérience au niveau international et ça permet également de donner une certaine émulation au niveau des autres clubs qui puissent se dire nous aussi on peut aller à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui plusieurs sont ceux qui se disent football féminin ça sert à quoi? On voudrait bien que ça puisse servir encore plus et le travail sera fait en ce sens. Dès la fin du championnat, il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de projets qui sont en vue au niveau de la fédération pour améliorer les choses. Et on est satisfait, on peut le dire ainsi, mais on espère aller plus de l'avant. Alors Espoir, félicitations aux filles, à l'État et je dirais peut-être sans oublier la Fédération de football. Elle n'a pas pu avoir suffisamment de temps et suffisamment de moyens pour s'entraîner. Mais malgré ce qu'elles ont fait là-bas, je crois qu'il faut les féliciter parce que nous avons été battus pas plus fort que nous, puisqu'on sait que le rôle que le Nigeria et le Ghana jouent sur l'échiquier féminin africain en matière de football, donc je ne suis pas très inquiet. Et je crois que, comme elle a dit, l'aventure qu'elles ont menée leur a permis d'acquérir davantage d'expérience sur le plan international avec le championnat qui va commencer bientôt et ça leur permet d'avoir un régime physique plus consistant dans la perspective des prochaines élections et des prochaines échéances continentales qui vont avoir lieu vers la fin de l'année. Oui, Florent? Oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que si un pays sort comme ça, une équipe sort, c'est nos ambassadrices, c'est l'image du football togolais. C'est ça qui permettra à ce qu'on prenne au sérieux aussi notre football. Nous savons que le football togolais aujourd'hui, ou bien tout ce qui se fait en termes de championnat, n'est pas assez attractif. Les recruteurs ne se lèvent pas de manière instinctive pour dire je vais au Togo pour recruter des jeunes, mais c'est à travers donc, ces participations-là qu'on va nous prendre au sérieux. Je crois que Amis du Monde ne s'est pas moqué du peuple togolais, mais va plutôt montrer qu'il y a du talent au niveau féminin, à notre niveau, et aussi donner du rêve aux jeunes filles. Le simple fait de prendre l'avion, je crois que ça motive beaucoup de parents. Nous sommes des acteurs directs de la chose et nous voyons dans quelles conditions ces filles-là vivent. Et si on vous décrit ces conditions, vous serez étonné que cette fille-là, qui est sortie donc de ce cadre-là, aujourd'hui prend l'avion. J'ai visité Amis du Monde quand ils étaient en Côte d'Ivoire, j'ai vu la fédération, là où on les a logés. Je vous dis, c'était des conditions optimales et elles étaient très bien logées, bien nourries, avec un véritable encadrement, même un encadrement digne même d'une équipe nationale. Je pense qu'à ce niveau-là, le Togo est en train de faire un effort en termes d'organisation. Reste maintenant à aider les clubs de manière générale à être mieux structurés. On parle de ça au niveau du football masculin, mais au niveau du football féminin, c'est encore pire. Les clubs ne sont pas très organisés et la fédération doit jouer un rôle pour les accompagner dans ce processus. Bon, je pense que Yvette nous a rassurés pour ce cas, et ça viendra, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Le 2 septembre prochain, nos regards seront braqués sur le Sénégal, où les éperviers effectuent un déplacement pour défier les Lions de la Teranga pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Avec Laurent Oumavo, voici le calendrier complet du groupe H du Togo.
Comme pour leur première participation à la Coupe du Monde 2006, la route vers la Coupe du Monde Qatar 2022 des éperviers passera une fois de plus par Dakar et Brazzaville. 2 ans après le tour préliminaire des qualifications zone Afrique où les éperviers se sont débarrassés des Sélankat des îles Comores, 2-0 à Lomé, après un match nul, 1 but partout à Moroni, les rapaces togolais retournent à la compétition en la faveur des qualifications au stade des phases de groupe. Logés dans le groupe H, les éperviers du Togo retrouveront les Lions de la Teranga du Sénégal, première nation africaine au classement FIFA. Les Diables Rouges du Congo, classés 20e nation africaine. Des Brave Warriors de la Namibie qui sont passés également par la phase préliminaire avec une victoire sur l'Érythrée. De ces 3 adversaires, les Lions de la Teranga apparaissent clairement comme le favori du groupe pour la première place. En plus, les Sénégalais se verraient bien enchaîner une 2e participation consécutive après la Coupe du Monde 2018 en Russie. Il est donc impératif pour les éperviers et leur nouveau sélectionneur Paolo Duarte de réussir un coup face aux Lions de la Teranga. Faire un résultat à Dakar devait être le leitmotiv des éperviers s'ils veulent continuer à rêver d'une seconde participation à la messe mondiale du football. Le technicien portugais Paolo Duarte est attendu le 5 août à Lomé avec son staff et démarre la campagne des éliminatoires par un stage avec les éperviers locaux le 10 août. Il fera son baptême de feu à Dakar le 2 septembre face aux Lions de la Teranga pour le compte de la première journée. 4 jours plus tard, les Togolais recevront à domicile des Brave Warriors de la Namibie lors de la 2e journée. Avant la double confrontation, en aller-retour d'octobre face aux Diables Rouges du Congo. En novembre à Lomé, les éperviers offriront leur hospitalité aux Lions de la Teranga avant de terminer les matchs de poule 4 jours plus tard à Windhoek face aux Brave Warriors de la Namibie. Si les éperviers réussissent à sortir de cette phase de groupe, ils auront un match de barrage en mars 2022 pour s'offrir une place à la Coupe du Monde au Qatar, prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022. Oui, alors, espoir, des nouvelles du coach Paolo Duarte qui est arrivé à Lomé depuis le 5 août dernier. Mais vous devez en savoir plus que nous. Non, mais vous êtes proche de la fédération. Oui, mais... Vous êtes membre d'une commission de la fédération. Oui, mais je suis président de la commission de recours, mais j'ai vu comme voix à la télévision que l'entraîneur est arrivé à Lomé et que pour des raisons concernant la pandémie, vous savez qu'il vient du Portugal et que le Portugal est un pays doté comme un pays difficile en matière de Covid. Je crois qu'il a suivi un confinement et il devait en sortir demain ou après-demain pour commencer les entraînements avec les locaux. Alors, Yvette, oui. c'est la même chose ou bien vous avez une autre information? Le sélectionneur est dans nos murs, on ne peut pas dire le contraire et ça fait plaisir, on l'attendait depuis. Bon, Dieu merci, c'est chose faite maintenant. Le travail va pouvoir continuer puisqu'il y avait déjà l'agent numéro 2 qui a commencé un travail. Oui, et je pense que voilà, ils vont pouvoir s'entendre et continuer la tâche pour nous sortir une équipe digne de ce nom pour qu'on puisse être qualifié. Il y a déjà quelques années qu'on n'était pas à ces échéances. C'est dommage pour nous. Il faut qu'on puisse relever très vite la tête. Oui, Florent, un nouveau départ pour notre football. Oui, avec ce coach. Forcément. Duarte, il est reconnu comme un fin tacticien et un travailleur. Il a prouvé du côté de Burkina Faso ce qu'il peut faire avec une équipe nationale. Bon, vivement qu'il ait le temps de pouvoir construire, parce que moi je pense que nous sommes à un niveau où il faut reconstruire encore. Encore une fois, c'est répétitif, mais il ne faut pas qu'on ait peur de le faire. Faisons-le cette fois-ci, faisons-le bien. Oui, Jules, un stage démarre demain pour les joueurs locaux. Oui, ce serait une bonne. Moi, je suis Saint-Thomas, j'attends de voir. C'est quand j'aurai vu la prestation de l'équipe nationale, au vu des résultats que je peux me prononcer par rapport au travail qui a été fait. Mais je connais l'entraîneur, comme venait de le dire Florent, j'ai eu à écouter son passage, et je l'ai vu jouer aussi avec les Burkinabés. Il est teigneux, il cherche à donner le meilleur de lui-même. L'essentiel n'est pas seulement de regrouper, mais l'essentiel est de bâtir une équipe compétitive. C'est ce que nous voulons. Il faut qu'il arrive à bâtir une équipe compétitive pour que le Togo puisse jouer les premiers rôles dans les compétitions internationales. Cap sur Ouagadougou, le médaille de bronze burkinabé au triple saut des Jeux Olympiques 2020. Hugues Fabrice Zango est arrivé hier soir. Il a été chaleureusement accueilli à sa descente d'avion. L'ambiance du retour du champion au bercail avec Wilson Ruben depuis Ouagadougou.
Oui, elle est arrivée sur le sol burkinabé. La toute première médaille olympique portée par Hugues Fabrice Zango. L'athlète qui a à ses côtés le ministre des Sports et des Loisirs lâche ses premiers mots. Pour Hugues Fabrice Zango, la compétition n'a pas été du tout facile. À défaut de l'or qu'il visait, le bronze est aussi bon à prendre. C'est vrai que l'objectif c'était forcément l'or. Il n'y a pas aucun compétiteur digne de ce nom ne va à une compétition défaitiste, parce que déjà une deuxième place c'est une petite défaite, on va dire. Mais donc moi mon objectif c'était vraiment de ramener la plus belle des couleurs pour le Burkina Faso, et je m'étais vraiment bien préparé à cela. Alors c'est une médaille modeste, c'est une médaille de bronze, une première, donc elle est importante, un 5 août aussi, donc c'est très important, c'est très symbolique, et je sais que, comme je le dis, le compteur est ouvert, et pour les échéances, les autres Jeux Olympiques, notamment celles de ceux de Paris qui arriveront en 2024, nous présenterons sûrement des athlètes plus performants, et cette fois-ci j'irai viser l'or, parce qu'il n'y aura plus d'excuses, d'expérience, d'excuses de quoi que ce soit. Cette fois-ci j'irai viser l'or et j'espère que je l'aurai. Quelques sportifs qui l'attendaient n'ont pas manqué de le féliciter pour son exploit qui honore le Burkina Faso. En tout cas, Hugues Fabrice Zango nous a fait honneur, une première médaille olympique, et c'est inspirant pour tous les athlètes burkinabés, dont il fallait lui réserver cet accueil chaleureux. Donc nous sommes très contents, nous sommes très fiers et nous lui disons merci. Merci pour ce qu'il a fait et merci d'avoir hissé haut le drapeau du Burkina Faso. C'est des sentiments de satisfaction, de joie, de fierté nationale pour quelqu'un qui a, comme tout le monde le reconnaît, qui a hissé vraiment les couleurs nationales au niveau mondial, au niveau africain, au niveau national. Donc nous ne pouvons que lui réserver un accueil triomphal et lui dire que tout le... Alors, Jules, il visait l'or, mais il s'est contenté de la médaille de bronze. C'est quand même quelque chose, hein, si on peut le dire ainsi. Ce n'est pas rien, mais le point positif, c'est la façon dont le sport a fédéré. Regardez cette seule médaille que l'athlète a pu ramener, regardez tout ce beau monde autour de lui. C'est dire qu'aujourd'hui le football est devenu un vecteur motivateur. Et le football est devenu aujourd'hui... Le sport, hein. Le sport est devenu aujourd'hui un excellent vecteur motivateur des peuples. Et je me dis que cette ferveur me rappelle celle de Benjamin Boukbeti quand il était revenu de Pékin avec la médaille en bronze. J'ai vu la même effervescence, que ce soit à Lomé jusqu'à 5 à 6, j'ai vu la même effervescence. Et quand j'ai vu tout à l'heure ce Burkinabé, je me suis rappelé de notre compatriote. Mais l'essentiel est d'entretenir la flamme, comme il venait de le dire, pour que les Jeux Olympiques Paris 2024, qu'on ne cherche pas à le retrouver en vain. C'est ça qui est vraiment dommage. Alors, Florent, une première médaille pour le Burkina. Hein. Et je pense qu'ils sont 13 pays africains à gagner donc, une médaille, au moins une médaille lors des JO. Le Kenya, souvent en tête, qui doit être classé, je pense, 19e, si j'ai bonne mémoire, ou 29e, je pense, au niveau mondial. 19e au niveau mondial. Avec 4 médailles d'or. Voilà. Ouais. Et c'est une fierté pour tous ces pays-là. Et quand vous voyez la manière dont il a souligné avec Benjamin Boukbeti, la manière dont on l'a célébré et la manière dont il est célébré,
que fût quand même une médaille. Il sera encore célébré, c'est pas fini. Célébré encore plus. Ce qui montre aujourd'hui que la place d'universalité n'est plus acceptable. Donc tous les pays aujourd'hui, malgré qu'ils disent bon ok on va aller essayer parce que l'important est de participer, mais quand on a une médaille, la manière dont on le célèbre, ça veut dire que c'est une fierté nationale lorsque vous ramenez des médailles et ça doit se préparer. Donc j'ose espérer que 2024, qui est dans 3 ans simplement, est en train d'être déjà préparé, surtout dans notre pays, pour qu'on puisse aussi espérer un jour avoir encore une autre médaille et être fier aussi des talents que nous avons dans notre pays. Oui, Espoir, un étudiant. Hein? Oui, mais c'est un garçon qui a la tête sur les épaules. La tête sur les épaules, et qui allie le sport et les études, parce qu'il prépare un doctorat en énergie électrique. Et c'est un garçon qui a beaucoup d'ambition. Il a ambitionné l'or. Mais je crois qu'au dernier moment, il a eu beaucoup de pépins au niveau physique. Il a même n'est pas venu dans cette compétition-là. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut lui quand même le féliciter. Et comme les autres l'ont dit, l'avenir est important. Donc je crois qu'il doit se préparer pour qu'en 2024 à Paris, il puisse atteindre le Graal suprême. Alors, Yvette, bon, nous on n'a rien ramené, certes. Hein. Bon, à part votre médaille de bronze au niveau du football, au niveau de l'UFOAB. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à Non, c'est vrai, c'est dommage qu'on n'ait rien apporté, mais je pense qu'on acquiert toujours de l'expérience dans ce genre de compétition et il faut qu'on puisse mettre cela à profit. Il ne faut pas encore attendre peut-être à 3 mois des prochaines échéances pour commencer à courir partout. Il faut avoir une vision. Il faut continuer le travail pour que le moment venu, on n'ait pas à féliciter les autres, mais qu'on puisse nous féliciter aussi. Ce sera une bonne chose et je pense que le ministère des Sports fait beaucoup d'efforts pour accompagner ces athlètes et nous prions que le pourvoyeur qui est le Tout-Puissant leur donne encore les moyens de faire encore plus parce que c'est surtout ça qui pose souvent problème, les moyens financiers. Parce que lorsque nous allons à ces compétitions, on voit l'équipement, tout ce que les autres ont à disposition et on se dit des parents pauvres. Il faut qu'on ait les moyens pour pouvoir les accompagner pour qu'ils nous ramènent de bonnes choses. Oui, Espoir, je voulais lui poser 2 petites questions. À qui? Concernant le football féminin. Alors déjà quitté le football féminin. Oui, mais je voulais quand même lui poser parce qu'il y a 2 petites questions. Parce que la première question porte sur la préparation du Togo et aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Je crois U-20 ou U-17. Non, c'est U-20. Hein? U-20. Et puis on a eu un communiqué de la Fédération togolaise de football. U-20, pas U-20, c'est U-20. U-20. Et puis il y a un communiqué de la Fédération togolaise de football qui a dit que pour des raisons administratives, le Togo s'est désisté. Je voulais lui demander pour quelles raisons. Bon, moi, ce n'est pas pour défendre Yvette, mais est-ce qu'elle est bien posée pour répondre à cette question? Oui, mais parce que c'est le secrétaire général. Non, parce que qui devait avoir. Elle est chef du département, certes, mais c'est le secrétaire général qui a sorti la note. Oui, mais elle doit a priori, c'est au secrétaire général de répondre. Bon. Non, en fait, c'est un tout. C'est une équipe au niveau de la fédération avec le secrétaire général. On travaille en. Non, c'est pourquoi j'ai dit je ne vous défends pas. Oui, bien sûr. Non, vous n'avez même pas à me défendre, ne vous inquiétez pas. Non, c'est des discussions qu'on a eues avec le département, la commission et le staff technique. On a réfléchi. C'est vrai, ça a été difficile, mais on n'avait pas le choix. Parce que j'en profite un peu pour tirer la sonnette d'alarme. Nous avons été confrontés à des problèmes administratifs réellement parce que la plupart de nos enfants n'ont pas les papiers nécessaires pour pouvoir participer à cette compétition. Nous avons le même problème au niveau du championnat local que nous allons commencer demain. Nous faisons des présélections, nous faisons des détections et il est vraiment dommage de remarquer que jusqu'à un certain âge, un enfant qui a 18 ans, qui n'a pas de nationalité, ça pose problème. Et nous avons eu à discuter un peu avec les clubs avant qu'on puisse bien préparer ces championnats. On a demandé aux clubs de nous envoyer des documents de ces enfants-là. Sur 16 clubs, à peine vous avez 5 enfants qui ont des papiers. C'est vraiment difficile et on a même eu le concours du ministère des Sports pour pouvoir aider à établir ces papiers-là, mais ça a été vraiment difficile. Et au-delà de ça, étant donné que nous n'avons pas très tôt commencé les préparatifs, les activités sportives n'ayant été réentamées que très précédemment, quelques temps avant, ça a été vraiment difficile pour nous, surtout pour ces enfants-là qui pensaient avoir l'occasion de prouver de quoi ils sont capables. Ça montre que nous devons encore reprendre le travail très tôt. C'est souvent ce qui se passe dès
dès qu'il y a une échéance, on s'active et puis quelques temps après, on se rétracte. La flamme s'éteint. Il faut qu'on puisse continuer et je pense que c'est pour cela que la FTF a pensé utile de créer un département. Nous allons nous efforcer à apporter notre pierre pour qu'on puisse réellement faire ce qu'il faut. Je profite de l'occasion, c'est vrai, on a juste quitté le championnat féminin, mais nous commençons demain. Je voudrais encore rassurer les clubs parce que c'est vrai, ils ont des difficultés, nous les reconnaissons. Des efforts sont faits, on en fera encore plus. En matière de santé, on l'a fait. Ce soir, par exemple, ils ont eu des gels. Ils ont eu des masques, ça veut dire qu'on protège ces filles-là. En matière financière également, c'est vrai, on se demande 2 millions, qu'est-ce que ça peut faire? C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Oui, mais c'est déjà quand même quelque chose. Oui, mais c'est que des fois, on oublie que ce n'est pas l'organisation d'un championnat, ce n'est pas seulement la subvention. Les clubs ont été assurés, le championnat a été assuré à coût de millions. Il faut les commissaires, les payer, les arbitres et tout ça. C'est beaucoup de moyens qui sont mis à disposition. On a l'impression qu'on ne fait pas assez, mais je voudrais les rassurer que l'objectif de la FTF, c'est pouvoir promouvoir ce football féminin-là et tout sera fait pour qu'on puisse y arriver. On aura une belle compétition, on le souhaite et on va continuer, on va faire en sorte que ça ne s'arrête pas à la fin du mois ou d'un mois et demi de compétition, qu'on aille encore plus de l'avant. Oui, rapidement. Une dernière petite question. Et j'ai regardé un peu que le Togo devait jouer les éliminatoires de la CAN féminine au niveau des seniors. Sur le programme initial de la CAF, il était dit que le Togo devait rencontrer le Sao Tomé Principe. J'ai regardé aujourd'hui le match Togo et Sao Tomé Principe. Je ne l'ai pas vu sur le tour de la CAF. Est-ce qu'elle peut nous dire un peu plus de ce match-là? Non, je pense que c'est pratiquement la même chose. Oui, en fait, par rapport au calendrier, je peux le dire. Je n'ai pas encore ce détail-là, puisque, excusez-moi, je ne suis arrivé qu'avant-hier. Donc, on était en plein dans les préparatifs du championnat. Mais je pense que le staff technique qui est en place s'active et nous ferons en sorte qu'on puisse participer très honorablement à cette échéance-là aussi. L'information provoque un séisme dans la sphère du football mondial. Jusqu'alors, il y en a encore qui ont toujours du mal à y croire. Et pourtant, c'est officiel. Lionel Messi quitte le FC Barcelone. C'est donc la fin d'une histoire d'amour que l'on pensait éternelle entre la star argentine et le club catalan. Pour le Barça, tout autant que Messi, c'est une page qui se tourne. Aflem Yonson. Douloureuse séparation. On aura longtemps cru à un coup de bluff de plus. Mais là, c'est une clameur. Entre Lionel Messi et le Football Club Barcelone, le divorce est consommé. Le phénomène argentin de 34 ans quitte le club catalan, celui avec lequel s'est écrit la légende en plusieurs tomes, 21 années de destinée commune et de gloire. Le natif de Rosario en Argentine part de la Catalogne en laissant derrière lui un tableau statistique hallucinant. 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 3 mondiaux de club, 10 Ligas, 7 Coupes du Roi, 8 Super Coupes d'Espagne. Pas moins de 35 trophées remportés en 16 saisons avec l'équipe première Blaugrana. Lionel Andrés Messi, c'est également l'histoire du meilleur buteur de tous les temps de la Liga, 414 buts. L'homme aussi Ballon d'Or, 6 souliers d'or, 2 titres de joueur UEFA de l'année et un autre de joueur FIFA de l'année. Toutes compétitions confondues, la Pulga, la puce aux dribbles et crochets destructeurs, a marqué à 672 reprises. Vertigineux, miraculeux pour un joueur arrivé au centre de formation du FC Barcelone, la Masia a seulement 13 ans et qui a failli ne jamais prendre cette trajectoire. La faute à une pathologie qui empêchait sa croissance physique. Lionel Messi, sacrifié sur l'autel des intérêts économiques du FC Barcelone et du fair play financier imposé par l'UEFA, peut-être. Mais si le génie argentin a pris la porte malgré l'existence d'un accord entre lui et le club espagnol en vue d'une prolongation, c'est qu'il doit y avoir d'autres raisons. Entre démêlés judiciaires pour fraude fiscale et brouilles récurrentes avec la direction du FC Barcelone, le vase a débordé l'été dernier après la déculottée du Barça, 2-8 face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Nul doute, après ce bras de fer sur fond de défiance et d'invective, les relations entre le joueur et le club n'ont plus jamais été les mêmes. Et depuis quelques jours, la rupture est actée. L'Odyssée devra continuer ailleurs. Jules, est-ce qu'on s'attendait à ce départ, à ce cataclysme, je dirais, au niveau de Messi?
a quelque chose de malheureux avant. Lui quitte Barça, nous l'ouvrons grandement les portes du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas évident, hein? Oui, vous savez... Vous êtes en pourparlers. Nous sommes en pourparlers, mais nous avons 90% de chances d'avoir Messi porter les maillots du Paris Saint-Germain. Tout à l'heure, je vous le disais, le football a désormais un nouveau nom, et ce nom, c'est le PSG. Et s'il vous plaît, n'est pas Messi qui veut, s'il vous plaît. Et quand Messi vient dans votre équipe, même s'il est mourant, c'est un Messi quand même. Il faut quand même lui être reconnaissant. Il faut quand même reconnaître que vous avez un joueur pas comme les autres. Quand vous écoutez le palmarès de Messi et quand vous voyez ce qu'il a fait à Barça, aujourd'hui, j'avoue que toute la ville de Barcelone est malade à cause de Messi. Donc c'est dire que tout compte fait, c'est un porte-flambeau, c'est une icône en la matière. C'est pour ça que quand Messi vient, d'aucuns parlent qu'il est âgé, c'est vrai, il est âgé, mais le nom seulement Messi, si vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui ce qui se passe à Paris, quand vous allez au Camp de l'eau, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas petit. Donc, ce n'est pas seulement le football en tant que tel, mais l'attractivité que cela va créer, c'est ça qui est la chose la plus importante à capitaliser. Alors Florent, un nouveau départ pour la Pulga? Oui, bon, à plusieurs reprises, les gens ont dit que si ce n'est pas Barça, Messi ne peut pas s'exposer beaucoup plus et qu'il fallait qu'il montre qu'il peut. Je crois que c'est un défi pour lui de montrer que bon, et son talent, il peut l'exposer partout. Et au-delà, c'est ce que ça apporte effectivement au championnat français. Ce n'est pas seulement à Paris Saint-Germain. Et vous savez, aujourd'hui, la manne pour les fédérations, comme les ligues et comme les clubs, c'est beaucoup plus les droits de retransmission. Et ces droits de retransmission sont liés donc à ce que vous avez dans le championnat et c'est eux qui créent cette attractivité-là. Je crois que la seule arrivée, si c'est possible, si c'est fait, de Messi dans le championnat français va apporter beaucoup plus qu'on le croit. Et au-delà même, la simple, parfois, vous avez vu, après la signature, 10 jours après, le club rentabilise même ce qu'il a investi sur le transfert du joueur par la vente de maillots. Donc je crois que c'est une véritable opportunité, à la fois pour le club de Paris Saint-Germain et pour le championnat français, de se vendre, de rendre le produit beaucoup plus commercialisable. Alors Yvette, vous attendiez à cette nouvelle? Non, pas du tout. C'est vrai, lorsqu'on observe les conditions dans lesquelles ce départ est survenu, on peut se poser des questions. Et vous êtes barcelonaise? En tout cas, si vous ne le savez pas, c'est grave. Parce que je suis fan de Barça et de Messi. Bon, ça fait mal. Il me sera difficile d'être PSG. Ça, je le reconnais. Il me sera difficile, même si Messi est là-bas. C'est comme on dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. C'est maintenant, il faut qu'il puisse s'adapter à ce jeu. Moi, j'aurais souhaité le voir ailleurs. Voilà, j'aurais souhaité. J'aurais voulu quand même. Pardon. Non, pas sûrement. Non. Non, en tout cas, le Real non plus. Parce que. Mais j'aurais préféré qu'il puisse évoluer en compétition anglaise. En Angleterre, c'est ça. Voilà, en compétition anglaise, j'aurais préféré. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait cette rivalité-là. Et quand tous les talents se retrouvent à un seul niveau, regardez déjà la Liga qui descend. Ce ne serait plus ça. Mais bon, on attend de voir. Il n'y a plus la concurrence, quoi. Voilà, on attend de voir ce qu'il va produire. Si au PSG ça se confirme, même si le pourcentage est quand même élevé. C'est vrai que je suis déçu, mais bon, on n'a pas le choix. On fait avec. On fait avec. Alors, Espoir, rapidement. Hein? Oui, mais moi je dirais que le départ de Messi, c'est une page triste de l'histoire de Barcelone qui se ferme aujourd'hui. Et c'est vraiment une tragique comédie pour les dirigeants de Barcelone parce que pour revenir à l'histoire de Messi, il faut revenir à l'histoire des 10 dernières années de Barcelone. Je parlerai d'abord d'un triple crise. Il y a d'abord une crise identitaire parce que l'ADN de Barcelone, c'est le jeu pratiqué par cette équipe dans les années, il y a une dizaine d'années. Et ce jeu-là, ce n'est pas les Barcelonais qui l'ont invité, c'est les Hollandais qui ont amené ce jeu, qui l'ont exporté à Barcelone. Ils ont importé ce jeu à Barcelone. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place la Masia. La Masia, c'est le centre de formation de Barcelone. Et c'est à partir de la Masia qu'ils ont conçu et exécuté ce jeu-là. Je vais parler dans ce sens de Rinus Michel, de Johan Cruyff
et qui a passé le relais à Guardiola. Quand Guardiola partait, il a laissé Tito Vinanola qui est mort. Donc depuis que ces cadres du football hollandais et espagnols sont partis, le jeu de Barcelone a totalement changé et ça a eu des effets sur les résultats du club. Je parlerai en deuxième position de la crise sportive que cette équipe a connue, parce qu'au départ, vous savez, quand vous voyez l'histoire de Barcelone... Mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. Dans les années 2009 et 2011, il y avait une belle génération dorée qui a tout gagné. Qui a tout gagné en Espagne, qui a tout gagné en Europe et qui s'est même assis sur le toit du monde à gagner les Supercoupes du monde. Donc cette équipe-là, il y avait qui? Il y avait Puyol, il y avait Iniesta, il y avait Xavi et aujourd'hui Messi qui est parti, sans oublier Fabregas et Pedro. Bon, aujourd'hui il reste à Barcelone il reste Piqué et Busquets. Donc voilà, à ce niveau-là également, il y a eu un déficit au niveau des joueurs. La dernière chose qui est importante, il faut mettre la crise identitaire, la crise sportive ensemble, c'est la crise financière. Aujourd'hui, Barcelone est endetté et a une dette de presque 800 milliards de nos francs. Et Barcelone a un volume salarial qui fait 110% des revenus du club. Si Messi devait rester, il devait encore perdre 25% de revenus. Bon, ça fait beaucoup pour Barcelone. Donc quand on met tout ça ensemble, ça fait beaucoup. Ce qui a fait baisser sensiblement le club. Ça fait le club depuis 2015 ne joue plus sérieusement et le club n'a plus de résultats. Ce qui fait que les droits télé, les sponsors ont baissé et ce qui fait que le club n'a plus d'entrée et est obligé de s'endetter. Si Messi devait rester, la dette de Barcelone devait augmenter sensiblement et ce qui va porter plaisir au club. Donc je crois que c'est pour ces raisons financières-là que les dirigeants de Barcelone ont décidé de laisser partir Messi. Alors, sûrement que nous aurons la fin de ce feuilleton dans la semaine. De toutes les façons, nous souhaitons bon vent donc au successeur de Diego Maradona. Alors, rapidement, nous sommes talonnés par le temps d'un tour de table en commençant par Jules. Bon, je sais que mon ami Tchagniro est branché. Je lui souhaite une bonne soirée. Et je dis également bonsoir à l'ex-international togolais Ezito Melegwe, qui est actuellement souffrant. Je lui dédie cette émission. Bonsoir à tous ceux qui nous ont fait confiance et sont branchés sur la télévision nationale. Laurent? Bon, mes encouragements à Yvette pour le travail qu'elle abat et qu'elle doit abattre donc à la tête donc, de ce département. Ce n'est pas facile. Juste un petit conseil. Contribuer à planifier les choses pour être à l'abri donc des désagréments comme ce qu'on a eu par rapport au U20 et aussi à travailler surtout avec les clubs parce que ces clubs aussi peuvent aider donc à ce que trouver donc des pépites et des gens qui ont des documents nécessaires et au-delà de tout accompagner donc le processus de réforme au niveau du football féminin. Je sais qu'elle en est capable et il faut qu'elle soit assez résiliente pour pousser la fédération à aller donc vers ces dispositions-là. Espoir. Oui, mais moi je voulais encore une fois féliciter madame la responsable du football féminin à la Fédération togolaise de football pour le travail qu'elle a entamé et avec l'accord du président de la fédération et toute l'équipe de la Fédération togolaise de football après le championnat de première et de deuxième division. Et on est maintenant au championnat féminin et j'espère qu'on aura d'autres championnats au niveau des jeunes pour que cette année la Fédération togolaise de football puisse exécuter la première année du programme mis en place par le président Akpovi pour que le football togolais aille de l'avant. Et également, je voulais présenter à l'entraîneur qui est venu, M. Duarte, lui dire que nous l'attendons et qu'avec lui, la lumière va jaillir pour que l'équipe nationale togolaise puisse retrouver sa place dans le concert africain du football. Alors, chef Yvette, si je peux me permettre de vous appeler ainsi, vous avez l'honneur de clôturer donc, cette édition. Je voudrais avant tout remercier nos partenaires, comme je les appelle, les présidents des clubs féminins. Je le réitère encore, nous reconnaissons leurs efforts, ce n'est pas facile.
ils font des efforts, mais je voudrais quand même leur dire de continuer. Je voudrais également remercier les plus hautes autorités du pays et la ministre en particulier qui ne cesse de faire des efforts pour nous accompagner. Nous promettons qu'ils ne seront pas déçus pour ce qu'ils ont déjà investi. Nous ferons en sorte d'aller le plus loin possible dans cette compétition, dans le développement du football féminin lui-même. Demain, la fête va démarrer. Malheureusement, ce sont des matchs à huis clos que nous allons jouer. Des dispositions sont prises quand même pour que, sur le plan médiatique, il puisse y avoir un accompagnement pour que, même de loin, on puisse reconnaître les talents que nous avons, permettre à ces filles-là qui ont envie de mouiller le maillot, de pouvoir le faire et continuer à œuvrer pour le développement du football féminin. Nous invitons donc chacun à mettre la main à la pâte pour que, au terme de cette compétition-là, on puisse sortir grandi, qu'on puisse dire que oui, on a apporté quelque chose, on a changé quelque chose dans le football féminin. Merci à vous également pour le temps que vous nous accordez pour pouvoir à chaque fois être là et expliquer ce qu'il y a. Merci donc à Yvette. Rendez-vous donc demain à partir de 15h au stade municipal de Lomé. Merci au réalisateur Fadel Djibirine et à toute l'équipe technique. Les chefs d'édition Atchou Saba et Simon Dakpa ne sont pas oubliés. Un coucou sportif à Yves Peto et à toute sa famille en vacances à Lomé. Au revoir et à la prochaine.